Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le corrigé d'un devoir sur l'arithmétique et les ensembles de nombres en classe de seconde. On y va. Donc dans cet exercice 1, on nous pose des questions sur les ensembles de nombres. Alors on nous précise bien que les questions sont indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que vous pouvez répondre tout à fait à la question 3 sans pour autant avoir répondu à la question 1 ou 2. Donc on me demande par exemple pour la question 1 de citer un nombre réel qui est un entier relatif mais qui n'est pas un entier naturel. Donc en fait dans cette question-là, et comme dans la question 2 et la question 3, eh bien en fait on va me parler de l'inclusion des ensembles de nombres. Donc par exemple, on va reprendre ça. L'ensemble des entiers naturels composés de 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Donc, c'est-à-dire que les entiers relatifs sont les entiers, c'est l'ensemble des entiers naturels qui on rajoute l'ensemble des opposés des entiers naturels. Donc, ça veut dire que pour les entiers naturels, on avait 0, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Pour les entiers relatifs, on rajoute les opposés, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, ainsi de suite. Cet ensemble des entiers relatifs est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres décimaux. Les nombres décimaux sont des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme a sur 10 puissance n avec a qui serait un entier relatif, donc on va en reparler juste après. Cet ensemble des nombres décimaux est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Nombres rationnels sont tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction d'un entier relatif sur un entier naturel différent de 0. Et ces ensembles sont tous les quatre inclus dans l'ensemble des nombres réels. Voilà, donc cet exercice traite de ces inclusions comme ça d'ensemble les uns dans les autres. Je reprends donc mon énoncé. Dans la première question, on me dit de citer un nombre réel qui est un entier relatif mais qui n'est pas un entier naturel. Je veux donc un entier relatif, donc ça veut dire que je veux un nombre qui est à l'intérieur, qui appartient à z, mais qui n'est pas un entier naturel, ça veut dire par contre je ne veux pas qu'il appartienne aux entiers naturels. Donc en fait je cherche un nombre qui se situerait ici sur mon petit schéma. Un entier relatif qui n'est pas un entier naturel, ça veut dire qu'en fait il doit être parmi ceux que j'ai rajoutés aux entiers naturels pour former l'ensemble des entiers relatifs. Et donc on a dit que en fait on avait rajouté les opposés des entiers naturels pour former l'ensemble des entiers relatifs. Donc ici en fait dans cette partie-là, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, etc. Donc, à vous d'en citer un. Donc, dans la première question, je peux dire par exemple que moins 3 appartient à l'ensemble des entiers relatifs et moins 3 n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Moins 3 est donc bien dans cette zone ici. En question 2, on me demande de citer un nombre réel qui est un nombre rationnel mais qui n'est pas un nombre décimal. Je veux donc un nombre qui appartient à l'ensemble des rationnels notés Q, dans cet ensemble-là, mais qui n'appartiendrait pas à l'ensemble des nombres décimaux notés D. Donc je voudrais un nombre qui se situerait sur mon petit schéma dans cette zone. Donc ça nécessite d'avoir bien compris ce qu'était qu'un nombre décimal et ce qu'était un nombre rationnel. Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un entier relatif divisé par une puissance de 10. Et un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un quotient d'un nombre relatif, d'un entier relatif sur un entier naturel non nul. Donc, tous les nombres, bien sûr, qui s'écrivent sous la forme A sur une puissance de 10, eh bien, peuvent s'écrire sous la forme A sur B, puisqu'il suffit de prendre B égale la fameuse puissance de 10. Donc ça nous explique bien pourquoi les nombres décimaux, l'ensemble des nombres décimaux est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Du coup, je dois trouver un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un quotient d'un entier relatif sur un entier naturel non nul, mais qui ne pourra pas s'écrire sous la forme d'un entier relatif divisé par une puissance de 10. Donc le premier nombre qui vérifie ça, auquel je vais penser, c'est celui dont on a fait la démonstration en classe, du fait que ce n'était pas un nombre décimal
Et donc, on parle de 1 tiers. 1 tiers s'écrit bien sous la forme d'un quotient d'un entier relatif sur un entier naturel, puisque c'est 1 sur 3. On a prouvé, donc, s'il s'écrit 1 sur 3, il correspond bien à la définition d'un nombre rationnel. Donc, il appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Mais par contre, 1 tiers, on a prouvé dans le cours qu'il n'appartenait pas à l'ensemble des nombres décimaux. Donc, ça veut dire que 1 tiers ne peut pas s'écrire sous la forme d'un entier relatif sur une puissance de 10. Dans la question 3, on me demande de citer un nombre réel qui n'est pas un nombre rationnel. Donc, on me demande de citer un nombre réel, donc un nombre qui est dans l'ensemble des nombres réels, donc dans grand R, mais qui n'est pas un nombre rationnel, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'ensemble Q. Donc, il faut que je sache qui a été rajouté pour former l'ensemble des nombres réels quand j'avais l'ensemble des nombres rationnels. Je cherche donc un nombre qui se situe dans cette zone ici. Alors là, il y en a quelques-uns de bien connus et il y en a un dont on a montré qu'effectivement, il n'était pas rationnel, c'est-à-dire qu'il n'appartenait pas à Q, c'est-à-dire qu'il était irrationnel. C'est le nombre racine de 2. Vous avez la démonstration dans votre cours. Alors, il y en a d'autres, il y a racine de 3, il y a racine de 5, il y a pi. Donc voilà, ces nombres-là sont là-dedans. Alors, ne pensez pas que dès qu'on a une racine carrée, ça veut dire qu'on est forcément dans cette partie de mon schéma. Quand on a une racine carrée, on peut très bien être quand même un entier naturel. Petit exemple, si je vous donne la racine carrée de 4, eh bien la racine carrée de 4 en réalité vaut 2, ce qui veut dire que la racine carrée de 4, comme c'est 2, eh bien c'est un entier naturel. Donc attention, il ne faut pas se dire il y a une racine carrée, obligatoirement, je suis un nombre irrationnel. Je peux donc écrire que racine de 2 appartient à l'ensemble des nombres réels et que racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels. La démonstration est faite dans votre cours. Dans la question 4, on me demande de donner un encadrement décimal d'amplitude 10-3 du nombre racine de 13. On me disait qu'on me donnait une valeur approchée de racine de 13 qui vaut 3,60555. Alors, il faut bien comprendre cette question. On me demande un encadrement de racine de 13, un encadrement d'un nombre, c'est dire deux nombres, un plus petit et un plus grand. Donc, si je dessine ma droite des réels, vous voyez, je place 0, je place racine de 13. Donner un encadrement, c'est donner un nombre plus petit que racine de 13 et un nombre plus grand que racine de 13. Par exemple, un encadrement de racine de 13, si vous savez que racine de 13 vaut 3,60555, par exemple, on peut dire que racine de 13 est entre 3 et 4. On a donc un encadrement de racine de 13. Par contre, l'amplitude de cet encadrement, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre vos deux bornes ici de votre encadrement, eh bien, entre 3 et 4, il y a une distance de 1. Comment savoir? Eh bien, on fait la différence entre 4 et 3. 4 moins 3 me donne 1. Donc, la distance ici entre ces deux nombres vaut 1. J'ai un encadrement de racine de 13 d'amplitude 1. Je peux donc dire que un encadrement d'amplitude 1 de racine de 13, eh bien, 3 et 4 convient très bien. Mais la question n'était pas de donner un encadrement d'amplitude 1, la question était de donner un encadrement d'amplitude 10-3. Donc, il est nécessaire de bien comprendre ce que représente 10-3. Eh bien, 10-3 est en fait égal à 1 sur 10 puissance 3. Et oui, quand vous avez une puissance négative, en réalité, ça revient à mettre 1 sur votre nombre avec la même puissance, mais positive. Ce qui vaut 1 sur 1000, puisque 10 puissance 3 est égal à 1000, c'est-à-dire qu'en fait, on est en présence du nombre 0,001. Donc en fait, on me demande un encadrement de racine de 13 dont l'amplitude est égale à 0,001. Je dois donc chercher deux nombres autour de racine de 13, un plus petit et un plus grand, dont la distance entre mes deux nombres
est égal à 0,001. Ça veut dire qu'en fait, mes deux nombres doivent être différents l'un de l'autre de 1 millième. Donc la différence doit se faire entre ces deux nombres au troisième chiffre après la virgule, au millième près. Je vais donc choisir deux nombres qui sont 3,605 et 3,606. Alors bien sûr, mon schéma n'est pas fait à l'échelle, mais il faut qu'on y voit quelque chose. Donc, mes racine de 13 qui valait 3,605, 55, est bien compris entre 3,605 et 3,606. Si je fais la différence entre 3,606 et 3,605, eh bien, cela va me donner 0,001. J'ai donc bien un encadrement d'amplitude 0,001. Donc, on peut encadrer racine de 13 par 3,605 et 3,606. Retenez que quand on vous demande d'encadrer un nombre avec un encadrement d'amplitude 10 puissance moins 3, eh bien en fait, quand on dit 10 puissance moins 3, ça veut dire que la différence entre les deux nombres qui encadrent doit simplement se faire au troisième chiffre après la virgule, puisqu'on nous a dit d'amplitude 10 moins 3. On vous avait dit d'amplitude 10 moins 2, la différence aurait dû se faire au deuxième chiffre après la virgule. Dans la dernière question de cet exercice, on me demande de citer 7 nombres premiers compris entre 1 et 50. Alors moi, je vais citer les 7 premiers, mais en réalité, vous aviez le choix. Il y a 2, il y a 3, il y a 5, 7, 11, 13 et 17. Donc là, je vous ai cité les 7 premiers. Il y en a d'autres en dessous de 50. Mais on m'a demandé 7. Donc moi, j'ai choisi les 7 premiers. Alors attention, une erreur qui revient souvent, c'est de placer 1. Donc 1 n'est pas un nombre premier, puisque je vous rappelle la définition d'un nombre premier. C'est un entier naturel qui possède exactement deux diviseurs distincts. Par exemple, 2 est divisible par 1 et par lui-même. 2. 3 est divisible par 1 et par lui-même. Il n'y a pas d'autre diviseur. 1, ce n'est pas son cas, puisque 1, quand on dit il est divisible par 1 et par lui-même, la petite phrase qu'on fait pour tous les autres, eh bien lui-même c'est aussi 1. Donc en fait, il n'a pas exactement deux diviseurs distincts, en fait il n'en a qu'un diviseur, c'est 1. Donc il n'est pas considéré comme premier. Attention, cette erreur, on peut l'avoir sur les copies. On passe à l'exercice 2. On me dit pour chaque nombre, dire le plus petit ensemble auquel il appartient parmi n, z, d, q et r. Alors pour le premier, on a un tiers. Donc un tiers, nous savons que il se situe dans cette zone de mon schéma, c'est-à-dire que c'est un nombre rationnel qui n'est pas un nombre décimal. Donc le plus petit ensemble de ceux qui sont représentés ici, qui contient un tiers, c'est Q. Donc la réponse attendue, c'est un tiers appartient à Q. Alors un tiers appartient aussi à R, mais R, la réponse n'était pas acceptée, même si c'est vrai qu'un tiers appartient à R, puisque un tiers appartient à Q et que Q est inclus dans R, mais je vous demandais le plus petit ensemble qui contenait un tiers parmi N, Z, D, Q et R. Donc le plus petit qui contient un tiers, c'est Q, c'est pas R. Ensuite, on vous demandait pour un cinquième. Alors, un cinquième s'écrit comme un quotient d'un nombre relatif sur un entier naturel non nul. Donc, effectivement, il s'écrit comme un nombre rationnel, c'est donc un nombre rationnel. Mais attention, un cinquième peut aussi s'écrire sous la forme de dixième, donc un entier relatif sur une puissance de 10, c'est-à-dire qu'en fait, un cinquième fait partie des nombres décimaux. Si vous regardez son écriture décimale, c'est 0,2. On voit bien qu'ici, il n'y a plus rien d'autre que des zéros après le 2. Donc vous voyez, l'écriture décimale ici s'arrête
ce qui signifie aussi, c'est un critère qui permet de dire qu'en fait, mon nombre est un nombre décimal. Donc en réalité, 1/5 se situe dans l'ensemble des nombres décimaux, il appartient à l'ensemble des nombres décimaux, mais il n'appartient pas à l'ensemble des entiers relatifs, puisque comme vous pouvez le voir dans son écriture décimale, eh bien, ça n'est pas un entier. J'ai des chiffres ici non nuls après la virgule. Donc, il est ici. Et donc, 1/5 appartient à D, c'est le plus petit ensemble qui contient 1/5. Ensuite, on nous demandait pour 12 tiers. Alors, 12 tiers, effectivement, ressemble a priori à un nombre rationnel. Et c'est le cas. C'est un entier relatif sur un entier naturel non nul. Mais il est mieux que ça. C'est-à-dire que 12 tiers, en réalité, c'est 4. C'est le nombre 4. Donc ici, on est clairement en présence d'un entier naturel 4 et dans l'ensemble grand N. Donc, 12 tiers appartient en fait à grand N. Ensuite, on me demandait pour 5. Pour 5, eh bien 5 est un entier naturel. Je peux donc dire que 5 appartient à grand N. Ensuite, on me demandait pour moins 2. Eh bien, moins 2 est un entier relatif, puisque c'est un entier, mais il n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels car il est négatif. Donc, le plus petit ensemble qui contient moins 2, eh bien, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Donc, je dois écrire que moins 2 appartient à Z. Le dernier, c'est moins 4,87. Alors ici, vous pouvez repérer que l'écriture décimale s'arrête, entre guillemets, après la virgule. On est donc en présence d'un nombre décimal qui n'est pas un entier relatif puisque ça n'est pas un entier. Vous voyez, après la virgule, on a des chiffres ici, des nombres qui sont non nuls. Autre manière de voir, c'est la vraie définition de mes nombres décimaux, c'est-à-dire d'écrire moins 4,87 comme étant le quotient d'un entier relatif, moins 487, sur une puissance de 10. Donc ici, vous voyez, j'avais deux chiffres après la virgule. Donc en fait, moins 487, je vais le diviser par 100 pour retomber sur ce nombre. Et 100, c'est 10 au carré. Donc, moins 4,87 se situe en fait dans cette zone de mon schéma. Je devais donc écrire que moins 4,87 appartient à grand D. C'est grand D, le plus petit ensemble qui contient moins 4,87. Pour l'exercice 3, on me demande de déterminer l'ensemble des diviseurs de 60 à l'aide de la méthode de l'arbre que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Je dois d'abord trouver la décomposition en produit de facteurs premiers de 60. Pour faire cela, j'écris 60 et je vais essayer de diviser 60 par les nombres premiers. Donc j'essaie avec le plus petit nombre premier que je connaisse, qui existe, c'est 2. Est-ce que 60 est divisible par 2? Oui, 60 c'est 2 fois 30. Est-ce que 30 est encore divisible par 2 ou est-ce que je passe au nombre premier d'après? Eh bien 30 est encore divisible par 2. Donc je divise par 2, c'est 2 fois 15. Est-ce que 15 est encore divisible par 2? Non, parce que ce n'est pas un nombre pair. Donc j'essaye avec le nombre premier suivant. Après 2, j'ai 3. Est-ce que 15 est divisible par 3? Oui, c'est 3 fois 5. Je réessaye avec 3. Est-ce que 5 est divisible par 3? Non. Je passe au nombre premier suivant. Après 3, c'est 5. Est-ce que 5 est divisible par 5? Oui, c'est 5 fois 1. J'arrive ici à trouver 1, je dois donc m'arrêter et je peux dire que 60 vaut 2 fois 2 fois 3 fois 5. Ce qui veut dire que 60 est égal à 2 au carré fois 3 fois 5. À partir de là, je vais fabriquer tous les diviseurs de 60. Pour fabriquer un diviseur de 60, eh bien, je peux utiliser des 2. Au choix, je peux utiliser un 2, ou bien les deux 2 qui sont à disposition, donc 2 au carré,
ou bien choisir de ne pas en utiliser. Dans ce cas-là, j'inscris 1. Si j'ai choisi de ne pas en utiliser, eh bien, je peux quand même ici, pour fabriquer un diviseur, utiliser le 3, ou d'ailleurs ne pas utiliser le 3, et dans ce cas-là, j'inscris 1. Si pour fabriquer mon diviseur, j'ai déjà utilisé 1, 2 de ma décomposition, je peux tout de même utiliser le 3 ou ne pas l'utiliser. Dans ce cas-là, j'inscris 1. Si j'avais choisi d'utiliser les 2, 2, je peux tout de même utiliser le 3 ou ne pas l'utiliser. Et dans ce cas-là, j'inscris 1. Si je n'ai ni utilisé le 2 ni utilisé de 3, je peux tout de même utiliser parmi tout ce qui me reste le 5 ou ne pas l'utiliser. Alors je peux déjà voir sur ces branches que si je prends le chemin qui est tout en haut de mon arbre, eh bien en fait j'ai fabriqué quel diviseur? Eh bien je dois multiplier ici les diviseurs que j'avais mis ici. Donc 1 fois 1 fois 1, eh bien j'obtiens le diviseur 1. 1 est bien un diviseur de 60. Sur ma deuxième ligne, ma deuxième branche ici, eh bien je n'ai pas utilisé 2, je n'ai pas utilisé 3, mais j'ai utilisé le 5. Donc en fait, mon diviseur, c'est 1 fois 1 fois 5, c'est-à-dire 5. 5 est bien un diviseur de 60, puisque 60, eh bien, c'est 5 fois 12. Si je n'ai pas utilisé 2, mais que j'ai utilisé un 3, je peux tout de même utiliser le 5 ou ne pas l'utiliser. Dans ce cas-là, ça m'a fabriqué des nouveaux diviseurs. Le diviseur où j'ai pas pris de 2, j'ai pris le 3, j'ai pas pris de 5. Donc finalement, j'ai pris que 3. Mon diviseur, c'est 1 fois 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Effectivement, 3 divise bien 60, puisque 60, eh bien, c'est 3 fois 20. La branche d'après, eh bien, j'ai pas utilisé de 2, mais j'ai pris le 3 et le 5. Donc en fait, le diviseur que j'ai fabriqué, c'est 3 fois 5, c'est-à-dire 15. Ensuite, je continue, c'est-à-dire que si j'avais pris un 2, pas de 3, je peux quand même prendre le 5 ou ne pas le prendre. Si je ne le prends pas, au final, j'ai pris que le 2, je me retrouve avec le diviseur qui vaut 2. Si jamais je prends le 5, donc j'ai choisi de prendre un 2 et un 5, je me retrouve avec 2 fois 1 fois 5, c'est-à-dire avec le diviseur 10. Alors effectivement, 2 et 10 sont bien des diviseurs de 60, puisque 60 c'est 2 fois 30. Et 60, c'est 10 fois 6. Ensuite, si j'ai sélectionné un 2 et un 3, je peux sélectionner aussi le 5 ou ne pas le sélectionner. Si je ne le sélectionne pas, c'est-à-dire que j'ai fabriqué un diviseur avec 2 et 3, c'est-à-dire 2 fois 3, ce qui me donne 6. Effectivement, 6 divise bien 60, puisque 60, c'est 6 fois 10. Ensuite, 2 fois 3 fois 5, si j'ai sélectionné un 2, un 3, un 5, eh bien ça me fait 2 fois 3, 6, 6 fois 5, 30. 30 est bien un diviseur de 60, puisque 60, c'est 30 fois 2. On continue. Si j'avais sélectionné les 2, 2, mais que je n'avais pas sélectionné le 3 et que je ne sélectionne pas le 5, eh bien dans ce cas-là, ça fait 2 au carré, donc 4 fois 1 fois 1. En fait, j'ai sélectionné les 2 2 qui sont là, 2 fois 2, 4. Donc 4, ici, est un diviseur de 60. Effectivement, 60, c'est 4 fois 15. Si j'ai sélectionné les 2, 2, pas de 3 et le 5, eh bien ça va me donner 2 au carré, donc 4 fois 1 fois 5. Donc 4 fois 1, 4. 4 fois 5, 20. 20 est aussi un diviseur de 60, puisque 60 est égal à 20 fois 3. Et enfin, on va finir notre arbre en disant que si j'avais sélectionné les 2, 2 et le 3, eh bien, je pouvais ne pas sélectionner le 5 ou sélectionner le 5. Si je n'ai pas sélectionné le 5, en fait, j'ai sélectionné les 2, 2 et le 3. Donc, 2 fois 2, 4. Et 4 fois 3, 12. Donc, je me retrouve ici avec 12. Alors, effectivement, 12 divise bien 60, puisque 60 est égal à 12 fois 5.
Et enfin, si j'ai sélectionné tout le monde, donc les 2, 2, le 3 et le 5, eh bien je me retrouve à multiplier 2 fois 2 fois 3 fois 5. Donc je me retrouve finalement avec le diviseur qui est 60. J'ai donc ici tous mes diviseurs de 60. Je peux donc répondre à la question. L'ensemble des diviseurs de 60 est, alors je mets des accolades parce que j'ai parlé d'un ensemble de diviseurs, je n'ai pas dit les diviseurs sont. Donc si je parle de l'ensemble des diviseurs, je dois présenter un ensemble, je dois donc mettre des accolades autour de ma liste d'éléments. Donc ici, je me retrouve avec à recopier tous mes diviseurs ici dans cet ensemble. Voilà pour cet exercice. On passe à l'exercice 4 où la consigne est déterminée pour le petit 1, la décomposition en produit de facteurs premiers de 9180. On utilise la même méthode que dans l'exercice d'avant pour trouver la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, je commence avec premier nombre premier que je connais, 2. Est-ce que 9180 est divisible par 2? Eh bien oui, puisque c'est un nombre pair, hein, ça va être divisible par 2 et c'est 2 fois 4590. On réessaye avec 2. Est-ce que 4590 est divisible par 2? Eh bien oui. Et c'est 2 fois 2295. Tout ça, on fait à la calculatrice, hein, sans problème. Ensuite, 2295, est-ce que c'est encore divisible par 2? Eh bien non, puisqu'ici j'ai un nombre impair, donc il n'est pas divisible par 2. J'essaye du coup avec le nombre premier suivant, c'est-à-dire 3. Est-ce que 2295 est divisible par 3? Eh bien oui. Comment je le sais? Eh bien j'additionne les chiffres qui composent mon nombre, et si la somme est divisible par 3, mon nombre est divisible par 3. Donc ici, il est divisible par 3, et ça me donne 3 fois 765. Je réessaye avec 3. Est-ce que ce nombre est divisible par 3? Eh bien oui, et c'est égal à 3 fois 255. Je réessaye avec 3. Est-ce que 255 est divisible par 3? Eh bien oui, c'est 3 fois 85. Je recommence avec 3. Est-ce que 85 est divisible par 3? Eh bien non. Il n'est plus divisible par 3, parce que si j'additionne les chiffres, 8 et 5, ça fait 13. 13 n'est pas divisible par 3. J'essaye avec le nombre premier suivant. Après 3, j'ai 5. Est-ce que 85 est divisible par 5? Bien oui, c'est 5 fois 17. Je réessaye avec 5. Est-ce que 17 est divisible par 5? Non. Puisque un nombre divisé par 5, c'est un nombre qui termine par 0 par 5. Ici, ce n'est pas le cas, c'est un 7 qui est mon chiffre des unités. Donc, ce n'est pas divisible par 5. Alors, on peut essayer avec le nombre premier suivant, 7, et ainsi de suite, continuer. De toute façon, 17, en fait, c'est un nombre premier. Donc, vous pouvez essayer avec les nombres premiers qui sont en dessous de 17. Vous ne trouverez personne, hein, tentez si vous le souhaitez. En fait, ici, c'est divisible par 17, et c'est 17 fois 1. De manière générale, quand dans cette colonne, vous tombez sur un nombre premier, eh bien, la méthode est bientôt terminée puisque vous allez mettre le même nombre ici. Donc, ça veut dire que 9180 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5 fois 17. J'ai multiplié ici tous mes noms qui étaient dans cette colonne. 9180 est donc égal à 2 au carré fois 3 au cube fois 5 fois 17. Voilà ma décomposition en produit de facteurs premiers pour 9180. On me demande ensuite dans la question 2 de faire la même chose avec 1785. J'utilise donc exactement la même méthode. Est-ce que 1785 est divisible par 2? Non, car c'est un nombre impair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, puisque quand j'additionne la somme des chiffres, eh bien, le résultat est divisible par 3. C'est en fait égal à 3 fois 595. Je retente avec 3. Est-ce que 595 est divisible par 3? Non, car la somme de ces chiffres n'est pas divisible par 3. Je tente avec le nombre premier suivant, 5. Est-ce que 595 est divisible par 5? Eh bien oui, c'est égal à 5 fois 119. Je retente avec 5. 119 n'est pas divisible par 5 car il ne finit pas par un 0 ou un 5. Je tente avec le nombre premier suivant. Est-ce qu'il est divisible par 7? Eh bien oui, 119, c'est en fait 7 fois 17. Et là, c'est la même situation que tout à l'heure. J'arrive sur un nombre qui est premier, 17 est premier. Donc, en fait, il est divisible que par 1 et par lui-même. Donc, je le marque. J'obtiens 1.
je m'arrête et donc je peux dire que 1785 est égal à 3 fois 5 fois 7 fois 17. Voilà la décomposition en produit de facteurs premiers de 1785. Dans la question 3, on me demande les nombres 9180 et 1785, c'est-à-dire les deux nombres dont on m'a parlé à la question 1 et 2, sont-ils premiers entre eux? Donc déjà, on rappelle que des entiers sont premiers entre eux si et seulement si ils ont des diviseurs communs autres que 1, puisque dès que je prends deux entiers, forcément, ils ont en commun le diviseur 1. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres diviseurs en commun? Si oui, ils ne sont pas premiers entre eux, et sinon, ils sont premiers entre eux. Donc 9180 et 1785 ne sont pas premiers entre eux, car ils ont des diviseurs communs autres que 1. Eh bien oui, quand vous regardez qui divise 9180, par exemple, vous voyez que 17 divise 9180. Or, 17 divise aussi 1785. Vous voyez, 17, c'est un diviseur qui est commun à mes deux entiers. Donc, je peux aussi en trouver d'autres. Il y a aussi 5, qui est un diviseur commun. Il y a aussi 5 fois 17, du coup, puisque je peux retrouver 5 fois 17 dans 9180 et dans 1785. Il y a 3 aussi, puisque je retrouve le 3 dans la décomposition de 1785 et également dans la décomposition de 9180. Voilà, je peux après fabriquer des combinaisons 3 fois 5. 3 fois 5, je peux le refabriquer aussi dans 9180. Donc finalement, il y a beaucoup de diviseurs communs. En tout cas, il y en a plus que 1. Donc ces deux nombres ne sont pas premiers entre eux. Cela nous amène à la question 4, qui est de justifier proprement que la fraction 9180 sur 1785 peut s'écrire sous forme irréductible 36 septièmes. Une manière de justifier proprement, ça va être d'écrire la fraction qui est là à l'aide des décompositions en produits de facteurs premiers. Donc 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5 fois 17 pour 9180 et 3 fois 5 fois 7 fois 17 pour 1785. À partir de là, comme je n'ai que des multiplications au numérateur et que des multiplications au dénominateur, je peux faire des simplifications. Donc, il y a un 3 qui peut se simplifier avec le 3 du bas. Les 5 peuvent se simplifier et 17 également. Donc finalement, j'obtiens 2 fois 2 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 36, divisé par 7. Ça justifie proprement que l'écriture irréductible, sous forme de fraction irréductible de 9180 sur 1785, en fait, est égale à 36 septièmes, puisque vous voyez, dans mes décompositions, je n'avais plus rien en commun. J'ai donc deux entiers au numérateur et au dénominateur, qui sont 36 et 7, qui sont premiers entre eux. La fraction est donc irréductible. Pour l'exercice 5, montrez que le carré d'un nombre impair est toujours impair. Donc ça, vous avez la démonstration dans votre cours, mais je vais la refaire puisque je n'ai pas fait de vidéo dessus. Donc je vais la refaire pour l'exercice 5. En revanche, l'exercice 6 qui est de démontrer, comme dans le cahier de cours, qu'un tiers n'est pas un nombre décimal, cette démonstration, je l'ai déjà faite en vidéo, donc je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Mais on fait l'exercice 5, montrer que le carré d'un nombre impair est toujours impair. Je vais donc prendre un nombre impair au hasard, donc soit A, un nombre impair. Dire que A est impair, ça veut dire qu'il existe un entier relatif K, tel que A peut s'écrire 2 fois K plus 1. Un petit exemple, si je prends par exemple 21, 21 est un nombre impair, il existe bien un entier K tel que 21 s'écrive 2 fois K plus 1, puisque 21 c'est 2 fois 10 plus 1. Donc vous voyez, K ici c'est 10. 2 fois K, donc 2 fois 10 plus 1. Si j'essaie avec un autre nombre impair, par exemple 7, 7 c'est 2 fois 3, c'est-à-dire 6, plus 1. Donc 7 qui est impair, il existe bien un K tel que 7 est égal à 2 fois K plus 1. Un dernier exemple, par exemple 17. Si j'ai 17, 17 en réalité c'est 2 fois 8 plus 1. 2 fois 8, c'était 8, 16 plus 1, 17. Dans ce cas-là, le K c'est 8.
De manière générale, un nombre impair, c'est toujours un nombre pair plus 1. Donc c'est ce qu'on dit ici, c'est que A est un nombre impair, donc il existe un nombre K entier relatif, tel que A s'écrive 2K plus 1. Être un nombre impair, c'est pouvoir s'écrire comme cela. Dans ce cas-là, moi je vous rappelle ce que je veux montrer. Je veux montrer que le carré d'un nombre impair est impair. Donc j'ai pris un nombre impair au hasard, et bien je vais le mettre au carré pour voir ce que ça me donne. Je prends donc mon nombre A, je le mets au carré. C'est égal à, eh bien, 2K plus 1 au carré, puisque j'ai dit que A s'écrivait 2K plus 1, A au carré, je peux donc l'écrire 2K plus 1 au carré. Maintenant, je vais donc développer ce carré, 2K plus 1 au carré. Alors, je fais attention, j'ai un nombre plus un autre au carré. Ça me rappelle l'identité remarquable qui me dit que la somme de deux nombres au carré, eh bien, c'est le premier nombre au carré plus 2 fois le premier fois le deuxième plus le deuxième nombre au carré. Donc ici, j'ai 2K plus 1 au carré. Donc mon premier nombre, c'est 2K et mon deuxième nombre, c'est 1. J'obtiens donc le premier au carré, donc 2K au carré, plus 2 fois le premier fois le deuxième, donc 2 fois 2K fois 1, plus le deuxième au carré, donc plus 1 au carré. Ce qui me donne 2K au carré, eh bien ça donne 2 au carré fois K au carré, puisque 2K au carré, c'est 2K fois 2K. Et 2K fois 2K, eh bien ça fait 4K au carré. Donc ici, je me retrouve avec 4K au carré, plus 2 fois 2K, donc 2 fois 2, 4, donc ça fait 4K, multiplié par 1, eh bien ça reste 4K. Plus 1 au carré, qui me donne 1. Ici, quand j'arrive là, je vais factoriser par 2, puisque je vous rappelle que ce que je veux montrer, c'est que A au carré est un nombre impair, et que j'ai dit qu'un nombre impair, c'était un nombre qui s'écrivait 2 fois un entier relatif plus 1. Donc mon but, ça va être d'écrire A au carré sous la forme 2 fois un entier relatif plus 1. Le plus 1, je l'ai ici, donc j'ai juste à prouver que ça, c'est 2 fois un entier relatif. Je vais donc factoriser par 2. Cela me donne 2 fois 2K au carré. Si vous n'en êtes pas certain, eh bien refaites dans l'autre sens, développez 2 fois 2K au carré, ça va faire 2 fois 2, 4K au carré. Plus 4K, si je factorise par 2, ça me donne 2K. Pareil, je vérifie, si je redéveloppe, 2 fois 2K, ça va faire 2 fois 2, 4K. Plus le 1 qui est derrière. Donc en fait, ça me donne 2 fois un entier relatif K1. Alors qui est ce K1 ? Ce K1, c'est le résultat de 2K au carré, avec le K qui était ici, le K du début. Donc si je fais 2 fois K au carré plus 2 fois K, eh bien ce résultat, je le note K1. C'est bien un entier relatif, puisque regardez ici, j'avais pris un entier relatif, je l'avais mis au carré, donc ça reste un entier relatif. Multiplié par 2, ça reste un entier relatif. Je vais rajouter 2 fois un entier relatif, donc le résultat de ces opérations, c'est encore un entier relatif. Donc je le dis, avec K1 appartenant à Z, j'ai donc que A au carré peut s'écrire 2 fois un entier relatif plus 1, ce qui veut dire, comme tout à l'heure, qu'en fait A au carré est un nombre impair, puisqu'un nombre impair peut s'écrire 2 fois un entier relatif plus 1, comme on avait vu dans tous les exemples de tout à l'heure. Donc A au carré est impair. J'ai donc bien prouvé que dès que je prends un nombre impair, quel que soit ce nombre, eh bien son carré est encore impair. Donc le carré d'un nombre impair est toujours impair. Voilà qui vient conclure cet exercice 5. Pour l'exercice 6, je vous rappelle, la démonstration de 1 tiers n'est pas un nombre décimal, eh bien, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous la mets en lien de suite. Voilà, j'espère que tout est bien compris. Encore une fois, le dernier exercice sur la démonstration de 1 tiers n'est pas un nombre décimal, je vous le mets dans une vidéo tout de suite en haut. Il faut cliquer et c'est parti.